Salut tout le monde, je suis Geoffrey et je suis avec Antoine. On a vu tous les deux Avatar et regardez ce sourire, il est déjà heureux parce qu'on a, bon en gros on a tous les deux aimé Avatar 2, on va en parler, mais comme d'habitude chez Écran Large, on n'est pas d'accord, donc on a aimé mais pas pour les mêmes raisons et on n'a pas aimé au même degré, disons. C'est ça. Parce que pour toi c'est un des meilleurs films de l'année, hein. Ouais, bah c'était un peu le Messi que j'attendais depuis 13 ans maintenant, Ouais. et Cameron a fait exactement ce qu'on pouvait attendre de lui, c'est-à-dire qu'il a une nouvelle fois signé une révolution technique, plastique, mais aussi je trouve que narrativement le film fonctionne extrêmement bien, mais je crois que toi tu n'es pas d'accord avec ça. Sur ce dernier point notamment, moi je trouve que c'est un très bon film qui est très réussi et mieux que le premier, là-dessus on est tous d'accord dans l'équipe, mais je vois tout un tas de défauts qui étaient aussi dans le premier, qui sont un peu moins pires, mais pour moi ça reste, même si c'est un bon film et que c'est une réussite, un des moins bons films de James Cameron. Hop, je m'incruste vite fait pour vous parler d'un film dont on est partenaire, qui est sorti le 7 décembre 2022 en VOD, Blu-ray et DVD, et qui s'appelle Fall. Et alors bon, je vais pas vous sortir le petit précis de l'analyse filmique, je vais pas convoquer Bazin ou Deleuze pour vous expliquer pourquoi il faut le voir, je vais plutôt vous avouer un truc, perso, le vide, ça me terrifie. La rédac d'Écran Large est au 6e étage et à chaque fois que je passe devant une fenêtre, mes jambes se transforment en spaghettis. Et Fall, ça raconte l'histoire de deux femmes un peu casse-cou sur les bords qui se disent que ça doit être une très bonne idée d'escalader une tour de télécommunications abandonnée de 600 putains de mètres, soit quand même 2 fois la tour Eiffel et 329,6 fois Geoffrey Crété. Autant vous dire que la séance, parce qu'en plus je me suis infligé ça au cinéma, a été très éprouvante et mes mains étaient tellement moites que j'aurais pu remplir ma gourde en les frottant. Rien que la partie où elles grimpent, et vous pouvez être sûr que le film va nous montrer leur progression mètre par mètre, est absolument glaçante. Et vous vous doutez bien que les choses ne vont pas en s'améliorant, ça part même complètement en steak. Et là, ce qui ressemble bien à la pire idée de l'univers se transforme en pur cauchemar, et donc en pur délice si vous aimez le survival. Et si Fall est aussi efficace, c'est d'abord grâce à son concept, parce que des survival en hauteur, on en a déjà vu, mais ils se passent généralement à flanc de montagne. Ici, en prenant cette tour, qui est un truc qui existe vraiment d'ailleurs au passage, mais quelle idée, en prenant cette tour, ils étalent le vide sur 360 degrés et interdisent aux héroïnes et aux spectateurs de faire une pause. Et c'est mine de rien assez original, en plus bien sûr d'être absolument vertigineux, d'autant que la mise en scène est à la hauteur, et s'amuse à nous rappeler la distance qui sépare les personnages du sol de toutes les manières possibles et avec les angles les plus sadiques. Alors si vous avez peur du vide et que vous aimez vous faire mal comme moi, eh bien foncez, et si vous avez pas peur du vide, eh bien vous mentez, voilà. Et toi c'est quoi ton rapport au premier Avatar déjà, pour voir à quel point tu as tort? Moi c'est vrai que déjà le premier Avatar, moi je l'ai découvert, j'étais pré-ado quand le film est sorti en 2009 et ça a été une immense claque. Je pense qu'en plus c'était avec Titanic, l'une de mes premières expériences avec Cameron. J'ai découvert Aliens, les Terminators bien après. Donc pour moi, Cameron c'est aussi Avatar, et en fait je pense que plus le temps a passé et mon rapport à un cinéma vraiment de la mythologie et voilà, d'une sorte d'épure totale de la narration pour raconter quelque chose d'extrêmement universel a toujours extrêmement bien marché avec moi, et ça fait que le premier Avatar pour moi c'est beaucoup plus que Pocahontas avec des schtroumpfs, et c'est quelque chose qui a toujours énormément compté pour moi, et je pense que Cameron a toujours été très fort là-dessus, et je pense que pour toi c'est pas totalement la même. Ouais, pour moi c'est vraiment, le premier Avatar c'est pour moi vraiment un des plus faibles de Cameron. Je considère que c'est un des plus grands narrateurs classiques, comme tu dis, de la mythologie classique qui recycle, mais c'est pas du tout un défaut, c'est pas un gros mot de dire qu'il recycle et qu'il rassemble tout un tas de clichés, de stéréotypes. Mais pour moi, c'est un très grand narrateur quand il fait un Alien, Abyss ou Titanic, que je trouve être des modèles absolus. Et dans Avatar, il me manque des petits détails, genre les personnages, l'émotion, le souffle émotionnel. Donc c'est une immense aventure technologique et c'est un défi que je trouve incroyable, mais un défi que je trouve incroyable d'un point de vue froid, d'un point de vue technique, d'un point de vue industriel. Et je trouve qu'il a perdu tout ce qui pour moi fait le sel de ses films, c'est-à-dire les personnages, l'intime dans le spectacle et dans le petit dans le très grand. Pour moi, Avatar, c'est que le très grand avec des miettes de gens au milieu. Et bon, ce qu'on trouve tous les deux être réussi dans ce Avatar 2, qu'on trouve encore une fois meilleur que le premier, c'est au moins l'histoire. L'univers et tout ce qu'il y a dedans. Alors, je te laisse y aller puisque c'est plutôt ton domaine de dire que c'est génial. En fait, moi je trouve que le premier avait ce truc génial d'être une très très belle porte d'entrée, c'est-à-dire d'avoir justement cette espèce de réflexion géniale de dire j'introduis une nouvelle technologie, mais du coup il faut que narrativement je permette aux gens d'accepter cette technologie-là. Donc il y avait, je trouve, cette porte d'entrée magnifique de se dire on a ce personnage humain qui se transpose dans un corps numérique pour justement accepter cet univers virtuel qui s'ouvre à nous. Et je trouve que là, la grande réussite du 2, c'est que ce que fait Cameron, c'est qu'il doit refaire ça.
doit nous introduire à nouveau à cet univers-là qu'on n'a pas vu depuis 13 ans. Et là, pour moi, dans les 10 premières minutes, ce qui fonctionne extrêmement bien, c'est qu'on se dit rien n'a changé et en même temps tout a changé. Parce que bon, déjà techniquement, le film, on va y revenir plus en détail, mais c'est une dinguerie absolue. Et en même temps, je trouve que sa manière de nous réintroduire dans l'univers de Pandora avec, je pense que c'est la grande réussite du film, plus de personnages, avec du coup plus d'intrigues, plus d'arcs narratifs différents, qui enlèvent peut-être pour toi ce qui était cette froideur du premier Avatar qui se résumait à une poignée d'arcs très bien construits. Ça tournait beaucoup autour d'une romance, pour le coup, que je trouvais pas très inspirée, surtout qu'il l'a fait plein de fois et d'autres l'ont fait plein de fois. Et effectivement, dans Avatar 2, ce que je trouve génial, c'est que Neytiri et Jake Sully sont des personnages parmi d'autres personnages, parmi leur famille, mais pas que, c'est vraiment la famille de Pandora, on va dire. Et ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est que tu as plus de personnages, il y en a quoi, 4, 5, 6 qui sont vraiment au centre, qui avancent toujours les uns que les autres, et rien que ça, ça remue plus quoi, émotionnellement, dramatiquement, il y a beaucoup plus de conflits, ils sont pas extraordinaires, ni c'est pas là que l'attention du scénario est le plus, mais comme ça multiplie et qu'il y a plusieurs couches, ça fait que j'ai plus envie de voir ces personnages. Et clairement, Neytiri et Jake, je m'en fous toujours un peu, mais c'est pas grave cette fois, parce que c'est pas les... Neytiri est toujours Neytiri est moins nul, c'est sûr que Jake franchement, ça reste toujours un personnage lessive, non? Il est toujours un peu... Au contraire, moi je trouve que ce qui était très fort dans le premier, c'est que justement, Cameron voulait visiblement un personnage assez effacé, ce qui joue sur le jeu de Sam Worthington, mais justement pour qu'aussi toi, en tant que spectateur, tu te projettes dans littéralement cet avatar de jeu vidéo, là où je trouve que le 2 n'a plus besoin de faire ça, puisque tu as accepté cet univers-là, et moi pour le coup je suis vachement plus attaché au parcours de Jake et celui de Neytiri dans cet opus-là, parce qu'il y a effectivement le rapport à la famille, ce rapport que lui a en fait à sa nouvelle vie sur Pandora, et en même temps je trouve ce truc très intéressant où on nous montre qu'il a toujours cette espèce de réflexe très humain dans sa manière de penser la paternité, et aussi son ancienne vie de soldat qui revient en permanence et qui peut s'avérer un peu toxique dans sa relation à ses enfants. Très bon exemple, parce que pour moi, ça, j'entends, vous le dites dans l'équipe, mais pour moi, c'est même pas intentionnel. C'est qu'en fait, c'est même pas un vrai sujet qui est explicité, qui aurait été intéressant, l'espèce de réminiscence de son passé. C'est plutôt un cliché de le père, la mère, comment les dynamiques de force, de puissance à l'intérieur de la famille, comment l'éducation, toutes ces questions. Et je trouve pas ça très, justement, très développé par rapport au reste de l'éducation sur Pandora. On te dit pas, il fait ça différemment des autres. Au contraire, on te dit qu'il a une manière de le faire qui finalement n'est pas si exceptionnelle. Et personne, genre Neytiri, ne lui dit, ça c'est quelque chose de ton passé, c'est juste, t'es un peu trop... oui, mais elle lui dit. Oui, mais je ne vois pas le degré d'intelligence de la réminiscence de la vie terrienne. Je suis vraiment pas d'accord avec ça pour le coup. Mais autre chose que toi t'aimes beaucoup dans le film, et je pense qu'on est assez d'accord, c'est le discours écolo sur le rapport à la nature qui est plus développé. Je te laisse en parler parce que pour moi je pense que ce qui a fait aussi que les gens n'aiment pas forcément le premier Avatar, c'est qu'en 2009, je pense que mine de rien, on n'a plus tellement le recul d'ailleurs de se dire que finalement le discours écolo de Cameron il n'était pas si évident que ça à l'époque, et c'est quelque chose qui dans la décennie suivante s'est vraiment développé. Je pense que l'urgence écologique s'est développée. Mais du coup, je trouve que Cameron avait ce côté très pédagogue qui en fait a peut-être joué contre lui, parce que je pense que les gens n'ont pas accepté cet aspect finalement très sympa que Cameron a du truc, avec notamment la gestion des navis, avec ce truc très manichéen du coup qui forcément se dessinait un petit peu dans la narration. Et lui-même a dit qu'en fait il a été sensibilisé aux répercussions qu'Avatar a eues sur le monde, où plein de gens l'ont contacté après pour lui dire en fait ce que vous décrivez nous c'est notre quotidien, notamment en Amazonie, on lui a pas mal dit ça, donc ça l'a encore plus sensibilisé. Et moi ce qui me passionne dans Avatar 2, et je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans un cinéma américain de ces dernières années, notamment post-Air Trump, c'est quelque chose vraiment de l'ordre de l'urgence politique, pas seulement écologique mais politique. Et pour moi ça va avec autre chose, c'est que tous les films de Cameron finalement, quand on y regarde de près, sont tous des films qui sont aux abords de la guerre. Dès le premier Terminator, où finalement c'est le jugement dernier qui doit être évité, qui va arriver dans quelques années, les personnages n'en sont pas conscients, et il faut littéralement que le futur vienne à eux pour leur dire réveillez-vous, il va falloir éviter que l'apocalypse survienne. Dans Titanic, c'est la même. Finalement, ce bateau qui fantasme cette espèce de monde industrialisé parfait qui ne sait pas qu'il fonce droit vers le XXe siècle et donc vers la Première Guerre mondiale. Et c'est pour ça que le bateau coule. Avatar, c'était la même chose et questionnait le rapport des navis à leur propre pacifisme et la nécessité de se battre pour leur terre. Et là, en fait, je trouve que Cameron a ce truc génial où, dans le premier Avatar, c'était littéralement dit qu'il venait avant tout pour un matériau, un métal qui leur apportait masse d'argent. Là, on nous dit clairement, la Terre est foutue, alors qu'elle était vivable encore dans le premier, là c'est fini, c'est trop tard. Et justement, il fantasme encore plus la vie rêvée des navis, parce que du côté de l'humanité, c'est fini, et il est temps de se réveiller. Et je trouve que cette urgence-là dans le film, on la ressent en plus dans ce parcours des personnages qui fuient pendant un long moment avant de se rendre compte que la nécessité, c'est de se battre. Et je trouve que ça, c'est peut-être
mieux amené que ça ne l'était dans le premier. Oui, mais comme tu disais, c'est moins manichéen en fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que du coup, même du côté des Navy, tu vois, leur manière. En fait, c'est plus la nature, il faut la protéger, c'est comment tu la protèges et jusqu'où tu peux aller et jusqu'où tu dois aller pour la protéger. Et il y a des mises en scène qui sont beaucoup plus ancrées dans le réel, même s'il y a beaucoup moins d'humains visuellement dans ce film-là. Il y a notamment le rapport à tout ce qu'il y a dans toutes les formes de vie qu'il y a dans l'eau, dans les océans, qui sont mis en scène et montrés comme quasiment un documentaire, sauf que c'est des Navy et qu'on se dit ça ressemble beaucoup à la réalité. Et cette fois, il y va vraiment à fond, quoi. Donc c'est compliqué de pas avoir la même empathie que un bon documentaire National Geographic, quoi. Mais c'est tellement beau. Certes. Après, moi, ce que j'ai comme problème sur tout ça, tout ce qu'on dit sur les personnages, tout ça, les intentions, je les vois. Moi, ce qui me manque, encore une fois, dans celui-là, c'est... J'ai l'impression que les personnages sont des miettes perdues dans l'océan de Pandora et que ça manque... ça manque beaucoup. Je sais que t'es un peu d'accord, en plus, ça manque de respiration, ça manque de silence. Il y a beaucoup trop de moments où les dialogues sont fonctionnels, où ça amène l'idée très claire de ce personnage-là, c'est son conflit. Tel autre, c'est une personne qui est à part, c'est marginal. Et c'est un dialogue, c'est deux dialogues. Et il n'y a même pas des petites secondes ou beaucoup trop peu dans un film qui dure aussi longtemps de regardons le visage de cette personne, laissons-la un petit peu dans un moment un peu privilégié avec le spectateur pour qu'on voit sur son visage. En plus, il y a tellement de l'attention portée sur les détails du visage, les textures, les peaux, des yeux. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui passent par le regard des Navy. Et je trouve qu'il s'attarde pas assez. Et plein de moments, je me suis dit, mais pourquoi Neytiri, on la laisse pas 2 secondes respirer? Pourquoi Kiri n'a pas un moment toute seule? Pourquoi Jake Sully n'existe pas plus? Et c'est ça qui me gêne, c'est qu'encore une fois, je sens un bulldozer dans lequel les personnages sont certes plus développés, plus d'interactions, plus de tension, donc ça marche mieux, il y a plus d'émotions, mais ça reste encore beaucoup trop maigre et beaucoup trop des petits grains de sable. C'est ça qui me gêne. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Bon, déjà, c'est le fait que tu n'aies pas de cœur, donc je pense que ça joue un petit peu. Et là, je pense que vraiment, pour le coup, moi, je vais parler pas mal avec mon cœur parce que le film m'a fait chialer. Je chiale devant tellement de films, et durant la dernière heure, j'étais vraiment... comme quoi, pleurer avec des lunettes 3D, ça marche quand même, on voit à peu près le film. Mais là où je te suis sur certains, notamment des nouveaux personnages, où effectivement, notamment celui de Kate Winslet, où j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'attention à son développement. Mais en fait, je trouve que là encore, la façon... Je trouve qu'en fait, c'est tellement casse-gueule qu'il ait autant de personnages à gérer, que tous les arcs narratifs tombent toujours au bon moment, évoluent au bon moment, et pour moi tous les personnages s'imbriquent parfaitement dans leurs évolutions, ce qui fait en plus que même si on peut sembler attendre un petit peu, quand on arrive au dernier acte, il y a un truc qui se passe qui est pour moi cette espèce de conclusion gargantuesque de tous ces arcs narratifs ensemble fonctionne extrêmement bien. On en reparlera, parce qu'il y a des problèmes aussi. Mais pour moi ça fait qu'émotionnellement j'ai été embarqué du début à la fin avec tous ces personnages-là, et que voilà, ça fait pleurer à la fin, donc c'est très bien. Alors au-delà des personnages, est-ce on sait que Avatar 2 se passe beaucoup plus largement sur Pandora, notamment toute la vie aquatique et tout ça, donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce côté-là? Puisque là je pense que pour le coup on est assez d'accord sur la qualité de l'immersion, l'imaginaire, de la faune, la flore et tout ça. Dis-nous à quel point t'as adoré, t'as pleuré. Je pense même qu'il faudrait être vraiment de mauvaise foi pour oser dire que le film n'est pas juste absolument superbe. Là en plus je pense que ça révèle aussi quelque chose, non seulement de l'attention que Cameron a à sa gestion de son pipeline de production de ses films, et le fait qu'il travaille majoritairement avec Weta, là où plein de films, notamment évidemment Marvel, travaillent avec 10 sociétés d'effets visuels différentes. Bon là évidemment il y en a d'autres aussi chez Cameron, mais on sent vraiment que l'attention qui est faite dans le pipeline fait que le film paraît 10 ans en avance sur la concurrence, ce qui était déjà le cas d'Avatar 1 à l'époque. Là moi j'ai pété un câble effectivement sur la gestion de l'eau, qui est l'un des trucs les plus compliqués à rendre en effet visuel, et le truc est juste hallucinant du début à la fin, et la faune marine est à la fois magnifiquement designée, et en plus du coup on y croit en permanence. Enfin, moi c'est ce truc où la peau des navis était déjà assez révolutionnaire dans le premier Avatar, mais là elle a gagné en complexité, les pores de la peau sont tout le temps visibles, et je trouve d'ailleurs magnifique cette gestion qu'il a progressive dans le film, où d'abord c'est la pluie qu'on voit qui s'abat sur leur peau, et tous les détails sont là, et c'est hallucinant de voir la relation, enfin l'interaction de l'eau avec les peaux navis. Et une fois qu'ils arrivent dans l'océan, c'est festival. Là. Du coup, t'as aimé Avatar 2? J'ai aimé Avatar 2. Ah ouais, ce que j'ai aimé, je trouve que dans ce genre d'univers, surtout Pandora, tu te dis quelle va être la prochaine créature, la prochaine chose que je veux voir vivante. Là, il y a quand même des trucs assez cool, effectivement, juste en termes de pur plaisir visuel, genre ces espadons ailés qui deviennent leur monture, là. C'est assez amusant, puis ça joue beaucoup sur l'eau, à la surface de l'eau, dans les airs.
C'est un peu plus amusant que, comment ils s'appellent là, les Turok ou Turok ou... Ziklan. Les machins Enfin, volants les là. banshees, ouais. Enfin, Ok. ça dépend comment tu le Bon, traduis. les oiseaux volants là. Les oiseaux C'est beaucoup volants. plus drôle les espadons, donc et même quand tu plonges sous l'eau, alors c'est des trucs un peu habituels pour quiconque a vu Abyss, ce genre de trucs, on sait qu'il aime hein, évidemment beaucoup ce qu'il y a sous l'eau, et bon, tu sens qu'il prend plaisir, il y a plein de trucs bioluminescents qui sont très beaux, plein de choses qui volent, et tout est un petit peu, en fait c'est comme quand ils volent dans les airs, sauf que c'est sous l'eau avec la même sensation de volupté, de C'est ça. souplesse, de... Mais même avec le côté humain finalement, parce que moi, du coup, il amène des nouveaux sous-marins, des trucs qui, là, on sait, le fait fantasmer aussi par rapport à ses propres expéditions qu'il a pu faire, qu'il a documenté plusieurs fois. Mais moi, ces espèces-là de sous-marins crabes qu'on peut voir dans le moi truc, ça m'a dégoûté quand je l'ai vu. Voilà, Je me suis dit, c'est un monstre ce truc. c'est Il génialement y a un pensé. moment, et... il bouge de manière tellement rapide et tout, j'ai fait ah, ça me donne un frisson Ça. quand même. Et la vélocité de sa caméra a jamais été aussi prégnante, et on sent aussi là pour le coup la nécessité de le faire en numérique, parce que même s'ils ont fait beaucoup de performance capture sous l'eau pour vraiment capter la performance des acteurs dans des conditions sous-marines, on sent aussi que sa caméra est d'une légèreté et peut aller littéralement partout. Et même si elle semble tangible en permanence, on sent aussi que ça serait pas gérable sur un tournage, disons, classique. Ouais. Donc là aussi, la nécessité du numérique se fait sentir avec cette performance-là. Et justement, un petit mot sur le HFR et la révolution. Le HFR, donc Pour les gens qui savent pas, ou qui se justement, demandent à en quel fait, point, ça va permettre de faire un peu réponse à la vidéo que j'ai faite sur le HFR récemment, où je posais un peu la question de savoir si Avatar 2 allait être le film qui allait peut-être arriver à imposer le HFR au public. Alors, j'ai pas la réponse définitive parce que le film n'est pas encore sorti, on verra bien comment le public le reçoit, mais je pense que Cameron a fait exactement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il a pensé à acclimater le public. Donc le film est à 50-50 en fait, du 24 images par seconde et du 48 images par seconde, et il alterne de manière assez maligne les moments où si t'es sur une séquence avec des gros plans un peu statiques, t'as pas besoin en fait d'avoir du 48 images secondes, à part si vraiment il veut capter une subtilité dans le regard ou dans l'expression faciale qui nécessite ça, mais en fait la plupart du temps le 48 images secondes sert vraiment au moment où il y a des mouvements de caméra un peu plus amples, des travelling à une certaine vitesse qui fait que tu ne perds jamais en fluidité, t'as jamais le fameux judder qui saccade un peu l'image, et ça fait surtout qu'en 3D c'est tellement plus agréable parce que du coup tu te tapes les 3 heures de film avec la 3D sans jamais, je l'ai même interrogé, tu vois, je me suis jamais dit j'ai les lunettes sur le nez, ça me fait mal au crâne, mais jamais en fait, tu profites en permanence de ça, et c'est une performance que n'arrivait pas à t'offrir mine de rien le Hobbit ou même Gemini Man, quand même j'adore Gemini Man, mais là le truc est quasi invisible en fait. Alors moi évidemment je le remarque un petit peu, mais je trouve qu'il y a une réussite là-dessus, et j'espère que le public va suivre, il va se rendre compte qu'il y a un truc qui se passe où ils vont se dire ça y est, en fait il y a un futur du cinéma qui se dessine par cette hausse du framerate. Alors moi, ce que je vais faire un peu l'avocat du diable entre guillemets, c'est que je trouve que le film est magnifique visuellement et que techniquement, j'ai vraiment plein de moments, je me suis arrêté en me disant le gros plan sur ce visage, la texture de la peau, le ventre, tu vois vraiment les pores de la peau, les poils, il y a tout un tas de trucs qui sont absolument monstrueux de détails, donc ça force le respect et c'est assez sensationnel vraiment. Et pour autant, je suis pas du tout, mon œil n'est pas du tout éduqué comme le tien, donc j'ai beaucoup de mal à voir la différence entre le HFR ou pas. Il y a des moments c'est assez évident, des moments où je me dis ah bon, ce plan-là unique dans Champ contre Champ, quand il regarde machin, bon, ça me saute pas aux yeux, littéralement. Et donc, j'arrête pas de me questionner avec ces films-là de Cameron. Pourquoi ? En fait, qu'est-ce que ça rajoute de plus ? Est-ce que c'est autre chose qu'une course technologique qui est certes passionnante et sûrement très importante, et je peux comprendre que ça passionne des gens et que ce soit des grosses avancées pour l'industrie. Donc c'est pas l'idée qu'il faut pas bouger, c'était mieux avant. Mais à quel point ça sert le récit ? À quel point c'est pas un bulldozer qui passe quand même parfois en priorité sur le reste ? À quel point c'est indispensable que Zoé Saldana... Enfin, il y a des trucs où je me dis, ça, évidemment, ça apporte, c'est une nouvelle pierre de création. Et d'autres moments, je me dis, pourquoi c'est pas un acteur ou une actrice maquillée ? Et à quel point ça fait disparaître les gens derrière ? Zoé Saldana, qui est une très bonne actrice au demeurant, plein de fois je me dis, mais j'ai l'impression qu'il l'a fait beaucoup hurler, tu vois, il y a des moments quand elle est en train de jouer une scène assez émotive et qu'il lui arrive des trucs pour le coup plus qu'à Jake Sully, je trouve. J'ai l'impression qu'elle force et que, comme dans le premier, et même dans le deuxième, elle le fait, quoi. Et donc je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un voile tellement immense, tellement énorme entre le résultat, entre l'interprétation, entre l'humain et la technique, que quelque chose se perd ? Je n'ai pas la réponse, c'est des trucs que je n'arrête pas de me poser comme question quand je vois un film comme ça. Je pense que ce qu'a toujours voulu Cameron, et je pense que c'est la meilleure manière d'approcher un truc comme ça, c'est qu'il veut justement que l'immersion passe avant tout le reste. Donc littéralement qu'en fait la technique s'efface, que oui effectivement sur les 5 premières minutes du film tu vas les remarquer, parce que tu te dis oh, mais les mecs ils jouent, je vois chaque détail de leur expression faciale alors qu'ils sont sur un corps complètement virtuel, le décor est incroyable et rien de tout ça n'est réel.
Mais en fait, je pense que la meilleure approche qu'il peut avoir là-dessus, c'est toujours de se dire l'émotion et l'immersion passent avant tout le reste, jusqu'au moment où moi ça fonctionne sur moi, c'est que passer la sidération, je suis embarqué et à aucun moment je n'interroge la réalité de ce monde. Et je pense que c'est la grande prouesse qui était déjà celle du premier Avatar, mais là en plus sans, disons, les outils narratifs de cette porte d'entrée que j'évoquais plus tôt, là on est déjà là. Il nous replonge dans cet univers-là et ça marche du début à la fin. Et encore une fois, voilà, à aucun moment tu ne t'interroges là-dessus. Alors moi je trouve que ça marche évidemment mieux que le premier, mais en fait je sais que Cameron peut écrire et faire des trucs qui m'ont semblé tellement mieux qu'il y a plein de mots, je me dis mais pourquoi ? Et est-ce que la réponse à ce pourquoi, c'est qu'en fait il était accaparé par le monstre, le titan de technique qu'il y avait à faire ? On n'a pas forcément les réponses, mais c'est une question que je pose et bon, alors, quand on parle de technique et de vélocité et tout ça, on peut parler de l'action qui est aussi un des grands points forts du film, puisque c'est quand même un blockbuster de 3 heures qui est un grand spectacle et tout, donc est-ce que l'action est bien ? Je me demande si tu vas dire oui ou... De toute façon, ça écrase juste les 3 quarts des films qu'on a vus cette année, je pense qu'on peut clairement dire ça. Et en plus, le film ne s'en prive pas dès les 5-10 premières minutes. Sans spoiler, on est quand même vers une attaque de train irritée de western qui, dans les 5 premières minutes, déjà prouve tout ce que le HFR peut apporter en termes de détails et de vélocité des mouvements. Et la séquence est construite de manière absolument fantastique. Et je trouve que la grande réussite pour moi d'Avatar 2, peut-être plus encore que le 1, c'est qu'il gère de manière magistrale les échelles, justement. Tu parlais au début cette idée de l'eau, sous l'eau, la surface, le ciel. Et je trouve que notamment dans le dernier acte, ça explose parce qu'en fait tu te retrouves avec les personnages qui peuvent voler, ceux qui sont à la surface de l'eau, ceux qui plongent et à qui il arrive des trucs dans l'eau. Là où par exemple le premier Avatar, même si c'était très réussi aussi, t'avais vraiment le climax, première partie de climax dans le ciel et deuxième partie de climax plus intime au sol, et t'avais vraiment une scission entre les deux, là où t'as l'impression en permanence que t'as cette gestion verticale des enjeux simultanée qui est absolument fantastique. Bah déjà, tu vois, moi, j'ai aucun souvenir de scène d'action d'Avatar. Je l'ai vu au cinéma, je pense que je l'ai revu 2 fois après. Je suis incapable de me rappeler réellement de ce qui se passe à la fin, à part dans l'histoire. En termes de scène d'action, il n'y a rien qui m'a marqué. Je pense qu'Avatar 2 va plus me marquer parce que, notamment un grand final qui est très long, très épique, où pour le coup, ça fout un peu les larmes aux yeux tellement il y a de sensations pures. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort du film, c'est que ça en fout plein la tronche. Et la fin du film, c'est compliqué, je pense, de ne pas être conquis, au moins emporté au premier degré pendant le visionnage, quoi. Je pense que même pour ceux qui justement trouveront que le film met du temps à démarrer, ce que je peux comprendre, et ceux qui trouveront qu'il y a peut-être dans le montage du milieu quelques petites légères maladresses ou que ça va un peu vite, voilà, je sais que c'est ton point de vue là-dessus, mais je pense que c'est ça aussi, c'est cette manière qu'il a de finalement tout conjuguer dans le dernier acte qui fait que c'est à la fois l'échelle purement épique du truc, et en même temps qui n'en oublie jamais l'intimité de ces personnages-là. Et moi, c'est ça qui me touche, et je pense qu'il rapproche aussi de ses autres films pour le coup, c'est que la force de Cameron, c'est toujours ça, c'est cette sensation de te faire sentir un monde gigantesque, mais où en fait les enjeux qu'il joue de ces personnages-là reflètent ce monde entier. Et là, en plus, il le fait de manière assez géniale, puisqu'il en fait une sorte de best-of complet de l'entièreté de sa filmographie. Oui, c'est ça qui est à la fois très exaltant, et en même temps, je me dis, tu l'as fait en mieux avant, parce que ça, dans Titanic, ça, dans Abyss, pour moi, tu l'as fait en mieux avant, et je trouve que justement, c'est là où je me dis, mais non seulement tu reprends des idées qui t'obsèdent, et tant mieux pour toi, pour nous, parce que c'est des trucs qui l'animent, ça se sent. Mais il y a plein de moments, je me disais, mais cette échelle, cette gestion du montage alterné, cette dramaturgie qui monte et tout, tu l'as fait, mais de manière tellement plus épique. Je me dis, mais tu sais mieux le faire pour moi. Donc pourquoi tu le fais? Mais on va pas spoiler. On parlera avec quelques spoilers après. Dans le climax, tu dis, il perd pas les personnages et tout, mais bordel que si. Il y a au moins 2 absurdités avec lesquelles je sais que tu es d'accord, donc tu peux pas faire de mauvaise foi. Il y a 2 trucs hallucinant d'absurdité dans le climax. Il oublie un pan entier de personnages et il faut comprendre pourquoi. Alors on peut recoller les morceaux, mais clairement je me suis posé la question et j'ai passé littéralement 30 secondes à me dire repasse dans la tête ce qui s'est passé. C'était pas expliqué, on va dire que je mets ça de côté. Et pour le coup, moi je suis totalement passé à côté, donc comme quoi, tu vois, je pensais aussi là pour le coup la question... aveuglé. Ça s'appelle l'aveuglement. Je dirais l'immersion, oui, mais je mettrais ça là-dessus. Et il y a un personnage aussi qui est mis de côté alors que ça aurait dû être un enjeu dramatique avec le reste des... Pour moi, c'est 2 trucs dans le climax où je me dis, alors ça paraît vaseux quand je ne dis pas les détails, mais vous saurez quand vous l'aurez vu. Je trouve ça hallucinant que dans cette machine extrêmement bien construite et pensée, évidemment, je vais pas lui enlever ça, il oublie des trucs, des détails, genre les personnages. Et je me dis, c'était pas 15 minutes de blabla pour comprendre, c'était une scène, un plan, une ligne. Il avait le temps, je pense, en 3 heures. Tu vois, il y a quand même des trucs qui pouvaient être mis
après ça. Et c'est là où je me dis, j'ai marché dans le climax, je trouve qu'il est épique, il est super excitant et beaucoup plus épique que dans le premier, donc c'est une réussite. Et pour autant, principalement à cause de ces trucs-là, là, ce détail de personnage, je me dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Ça, c'est un truc qui m'hallucine. Ouais, franchement, pour le coup, alors, j'entends une fois que tu m'as parlé de ces absurdités-là que j'ai fait ah oui, bah oui, non, en fait, ça m'avait pas du tout. Détail, c'est très bon. Détail. Mais là aussi, je pense que voilà, c'est une question à la fois d'échelle et d'immersion. Mais moi, c'est vrai que pour le coup, j'ai marché du début à la fin sans même me poser la question de ce qui se passait en fait, parce que t'es tellement embarqué par ce qu'il a à te proposer émotionnellement parlant. Et pour le coup, là encore, quand les arcs narratifs se croisent, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui se passe à l'écran. Et en même temps, là encore, bon, sans trop spoiler, mais disons que le climax reprend un petit peu celui de Titanic, un tout petit peu. Mais là encore, je trouve que cette idée finalement de presque métaphoriser l'entièreté du monde de Pandora et de sa chute potentielle via ce bateau à qui il va arriver des trucs. Oui, je crois que quand t'as dit Titanic, tout le monde a compris qu'il y avait un oui, bateau. Bon, voilà, il y avait un bateau. Bon, ce qui est logique pour un film qui s'appelle The Way of Water, mais voilà, ce bateau qui concentre finalement tous les enjeux, mais de manière mythologique. Donc, voilà, on revient à cette idée de mythologie. Ce bateau représente à la fois toute cette société humaine qui cherche à s'installer sur Pandora, la chute que ça va apporter, la guerre inévitable que ça amène, et en même temps, au milieu de ça, ça n'oublie jamais que derrière les enjeux ultra épiques, ce qui reste, c'est avant tout des personnages. Et pour le coup, moi, quand les combats doivent arriver, moi, je suis juste embarqué du début à la fin. Ouais, mais je suis embarqué tout en ayant le... Alors on passe à la partie avec spoiler, on va donner quelques spoilers, ça va pas durer longtemps, on va parler de détails précis, donc spoiler, ne nous agressez pas, ne nous insultez pas si vous restez, c'est votre faute. Voilà. Très bien. Alors, premier point de spoiler, le personnage du méchant incarné par Stephen Lang. Moi c'était un des trucs que j'attendais le plus dans le film, parce que du coup ils avaient teasé que Stephen Lang revenait, donc on se demandait un peu comment, on avait vu à travers les bandes annonces que visiblement il avait un corps de Na'vi, et qu'en fait c'est justement ça, qu'il a mis dans une carte mémoire sa conscience avant de mourir dans le premier Avatar. Facile. En fait, vous avez oublié, on vous l'a pas dit. Mais pour moi, c'est justement je dirais le meilleur truc que Cameron pouvait faire, c'est-à-dire je trouvais dans le premier Avatar que limite la générosité qu'il a avec son concept l'amenait forcément à se limiter quand même à ce qu'il pouvait traiter de cette question, de cette transposition de notre esprit dans un autre corps. Et là, en fait, il peut vraiment s'amuser pleinement avec le concept. Et c'est dommage. Le jeu du direct. Le jeu du direct. Et cette force qu'il a, je trouve, à pouvoir du coup là se dire ces personnages-là ont une sorte de double, parce que c'est pas totalement Quaritch du coup, c'est une sorte de double de lui-même conscientisé, qui s'interroge lui-même sur sa propre identité, qui est contre les Na'vi mais qui en même temps en est un maintenant. Donc je trouve qu'il y a cette façon de construire ce personnage-là et de l'amener du coup à avoir presque le même parcours que Jack dans le premier, en version négative et miroir, est particulièrement fascinant. Et si je te dis que c'est un peu facile de reprendre le méchant du premier, de le recycler, de le faire revenir avec la même quête de vengeance qui énerve, non. Tu balayes ça? Non, parce que pour moi c'est vraiment ce que j'attendais d'Avatar par rapport même à ce que Avatar en tant que terme déjà prend de l'hindouisme, prend d'une certaine notion de la spiritualité, de la réincarnation. Donc pour moi c'était limite une des problématiques qui était là dans Avatar 1, mais qui n'attendait que ça en fait, d'être développé dans les suites. Et pour moi, c'était de ramener Quaritch pour en faire ce personnage-là. Avec un fils. Avec un fils. Parce que la famille, c'est le problème, c'est la solution. Comme dans Fast and Furious, mais mieux. Et ça, je trouve que c'est pour moi ce qu'il fallait faire avec ce personnage-là. Donc pour moi, quand ça arrive à l'écran, je me suis dit, parfait, en fait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et donc tu as aimé cette scène du crâne que tu trouves... Voilà, parce que justement, tu te retrouves avec même cette espèce de double génial, qui en plus rappelle la Terminator, où Quaritch se retrouve face à son propre cadavre du premier Avatar et prend son crâne et littéralement se dit, en fait, c'est bon, je suis une version évoluée de moi-même et je suis obligé de faire table rase de mon passé. Et il brise son propre crâne. Et je trouve l'image pas forcément finaude, parce que forcément, ça rappelle un peu Shakespeare et tout ça, mais c'est... Là encore, en fait, ça marche aussi parce que Cameron y croit. Et moi, j'aime beaucoup ce premier degré qu'il a dans cette manière de se dire, cette image-là, elle est symbolique, elle est forte, et parce que j'y crois, j'incite le spectateur à y croire. Et il va pas te faire un petit clin d'œil ou une petite blagounette à la Marvel derrière. Et c'est pour ça que moi, je suis là, je fais, bah ouais. Arrête de tirer des balles comme ça sur Marvel. Oui, bon, c'est la balle perdue, mais voilà. C'est triste. Faut y aller. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est le personnage de Kiri, donc qui est Sigourney Weaver. C'est pour moi le plus beau personnage pour deux raisons, notamment une technologique. La première raison dans l'histoire, c'est que c'est un super beau personnage parce qu'elle est à la jonction entre les Na'vi et les humains, elle est quelque chose de différent, c'est vraiment une marginale, elle a des pouvoirs magiques, elle a un lien avec la nature. Bon, c'est un Joker facile, c'est un Deus Ex Machina, enfin voilà. C'est pas grave, moi j'ai trouvé ça très beau. Et Sigourney Weaver, qui a plus de 70 ans, je crois, et qui est dans le corps
d'une petite fille, d'une adolescente, c'est incroyable parce que déjà il y a un défi technique qui est évidemment fou, mais si c'était que ça, je m'en foutrais. Mais je trouve que sa voix, sa manière de bouger, tu reconnais des traits de son visage, il y a un truc entier qui se crée et une magie, vraiment un pont magique entre une femme, une actrice géniale de plus de 70 ans, ou je ne sais pas, et une créature alien, adolescente. Et c'est fou de te dire, l'interprétation, pour le coup, ça, je me dis que c'est vraiment un outil au service d'une interprétation, faire un truc que tu ne peux plus faire avec ton corps parce que tu es trop âgé ou parce que voilà, la vie, ta voix, tout un tas de choses. Et là, elle se retrouve à pouvoir le faire comme si c'était une béquille magique de... Et en fait, si tu incarnais une jeune fille. Et je trouve que tout ça conjugué en fait un personnage magique qui a plein de moments un peu seul, où pour le coup je trouve que c'est un des personnages sur lesquels il y a plus la tension, les silences, quand elle observe sous l'eau, dans le sable, non seulement c'est très beau visuellement, mais en plus c'est des moments, je me dis, des moments privilégiés. Elle a plein de moments de silence quand elle est en connexion dans les plantes, quand elle les fait respirer, quand elle a ce moment dans le climax où elle arrive à sauver les trucs. Voilà, je trouve que c'est un très beau personnage. Il y a des trucs faciles sur le mystère de d'où est-ce qu'elle vient, qui elle est, tout ça. C'est pas ce qui m'a passionné le plus. Je me dis pas oh mon dieu, c'est quoi la fin de Lost. Je me dis juste ce personnage est très beau, j'ai envie de la suivre. C'est un des personnages qui m'a le plus accroché en un film, quoi. Bah, je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que toute la rédac est d'accord pour dire que c'est peut-être le plus beau personnage et le plus bel ajout d'Avatar. Et comme tu le disais, je pense que on sent presque comme rarement, à part peut-être Andy Serkis sur La Planète des Singes et Gollum sur Le Seigneur des Anneaux, on sent effectivement que là, la performance capture apporte ce truc de pouvoir se dire je change complètement de corps et j'interprète quelqu'un que je ne pourrais jamais incarner en live action. Et je trouve que là aussi, comme avec Quaritch d'ailleurs, il y a cette connexion avec le double, avec ce qu'était le personnage de Sigourney Weaver dans le premier, qui est absolument magnifique. Et c'est aussi un personnage qui pose pas mal de points intéressants, puisque on sent que c'est aussi celui où Cameron tease le plus ce qui va arriver sur la suite. S'il y a un bloc de mythologie qui est arrivé, c'est elle, avec lequel il y a le plus de belles questions. Voilà. Et si on doit parler justement de mythologie, des suites et tout, alors moi ce que j'ai apprécié dans le film, c'est qu'il n'est pas dans l'over-teasing, ça ne finit pas sur un cliffhanger. Je m'attendais à un Matrix 2, tu vois, je me disais... et en fait, il y a du teasing, il y a des trucs sur les origines de Kiri. On sait à peu près où ça va aller, en plus dans la promo ils ont balancé des trucs énormes, mais c'est plutôt un film qui se contient. Il y a des choses pour la suite, c'est évident, il y a des scènes qui existent que pour ça, mais c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt fair play, tu vois, c'est genre, on sait qu'il y a la suite, mais au moins le film se contient, c'est pas une première partie, une deuxième partie. C'est ça. C'est vraiment un film entier, on pourrait le voir en tant que tel, et voilà. Et Cameron a été très malin de faire ça, je pense, parce qu'après 13 ans, il y avait quand même le risque, comme le disent les gens qui s'en foutraient d'Avatar, mais bon, la preuve est a priori que non, mais je pense qu'il a eu raison de se dire qu'il fallait avant tout déjà quand même reposer ses couilles sur la table un petit peu et ramener le truc en disant voilà, mais ce film là vous pouvez limite le voir en tant que tel et après effectivement si ça vous intéresse il y aura les suites derrière, mais c'est vrai qu'on peut voir certaines choses intéressantes, notamment encore avec le personnage de Quaritch, mais aussi avec tout ce qui nous est posé de la base humaine qui va sans doute servir évidemment dans les suites, puisque bon voilà a priori c'est la guerre. Ça va être la guerre, mais justement ce qui est passionnant c'est que limite Cameron a toujours eu ce truc, comme je le disais au début, d'être aux abords de la guerre, mais là il va être obligé presque d'enfin y aller réellement, en fait, de vraiment s'obliger à se dire justement c'est pas juste un personnage se dit non mais il faut se battre pour ses idéaux et pour sa planète, mais là va falloir vraiment y aller. Et je pense que ça va être aussi ce qui va être très intéressant là-dedans, c'est de voir comment les Na'vi peuvent passer pour des personnages qui sont moins positifs et peut-être moins manichéens que ça ne l'était dans le premier, où ils étaient justement ces pacifistes qui s'obligeaient à se battre. Et là on voit notamment via le traitement assez malin de Neytiri, je pense, qui va être un peu développé dans les suites, que les Na'vi vont être peut-être vus comme des personnages un peu plus gris plutôt que bleus. Oui, parce que peut-être que leur survie dépend de la mort de l'humanité, donc il y a peut-être un moment où ils vont se dire bah il y a des humains qui sont gentils et en fait on vous demande de mourir, laissez-nous tranquilles pour sauver notre civilisation. C'est ça. Donc peut-être que ça va vers ça et que ça sera un peu moins manichéen que tous les reproches qu'on a fait au film. Mais non. Voilà ce qu'on avait à dire sur Avatar 2, on espère que ça vous aura plu. Bon, en tout cas, on est tous d'accord pour dire que c'est encore mieux que le premier. Mais voilà, le premier est déjà moins très bien. Donc, que le premier. Voilà, donc non. Tais-toi. Donc en tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, tout ça. Comme d'habitude, en plus, on a fait plein de vidéos super cool sur Avatar. Une sur le HFR qu'on vous incite à voir. Une par Judith qui était très intéressante, notamment pour évoquer justement cet argument un peu débile de dire que Avatar c'est Pocahontas, parce que ce n'est pas vrai. Et on a également fait une vidéo avec la boîte à FX pour parler plus précisément des effets spéciaux du premier Avatar et pourquoi c'est toujours aussi révolutionnaire.
Et comme d'habitude, je me dois de vous parler d'écran large et du fait que pour qu'on reste un média libre et indépendant, on a besoin de votre soutien. Donc si vous le pouvez, tous les mois, on vous propose un abonnement. Et si vous vous y abonnez, pour quelques deniers par mois, vous avez accès à plein d'articles exclusifs sur des films trop cool. Et notamment, récemment, on a parlé d'Aliens of the Deep de James Cameron, son documentaire. Et on a également fait un article sur Arrête-moi si tu peux. Le lien est en description. Et sur ce, à la prochaine pour plein de vidéos trop cool sur Et allez voir Avatar 2. Et allez voir Avatar 2. Voilà, et dites-nous ce que vous en avez pensé. On en parlait pendant 1000 ans, de toute façon. Voilà. De toute façon, maintenant, c'est la nouvelle grosse franchise. Et à raison, parce qu'au moins Cameron va nous sauver de la médiocrité de la concurrence. Allez, dis-le, de Marvel. Allez. De Marvel, allez, bisous. Salut.